Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on avait fait une précédente vidéo sur la croissance. Là, on va continuer à parler de l'environnement des marchés financiers et on va s'intéresser aux politiques des États. Et alors, vous savez qu'au début de la pandémie, la Commission européenne a déclenché la clause de sauvegarde générale du pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle a suspendu les règles destinées à limiter les dépenses publiques des États membres. Mais cette suspension, elle ne dure que jusqu'à fin 2022. Donc normalement, en 2023, on rentre dans les clous du pacte européen, sauf s'il y a une modification par les membres. Alors, actuellement, il faut que vous sachiez que la Commission européenne est en train de se coordonner avec les États membres pour proposer des réformes justement de ce pacte, des règles budgétaires, et elle espère aboutir au cours du premier semestre 2022. Et le plus probable, au niveau où on est dans les discussions, ce qu'on en entend, c'est qu'on aille vers la possibilité pour les États de dépasser le niveau de dépenses budgétaires autorisées, à condition qu'il s'agisse d'investissements structurels, soit dans le cadre de la transition énergétique, soit pour la croissance, donc par exemple des infrastructures numériques, etc. Voilà. Mais dans le cadre de ces discussions, il faut savoir qu'il y a 8 États membres, c'est important, qui s'opposent à un assouplissement durable des règles budgétaires de l'Union européenne parce qu'ils considèrent que depuis 2020, les dettes d'un certain nombre d'États se sont envolées. À titre d'exemple, la Grèce devrait afficher à la fin de cette année un ratio de dette publique sur produit intérieur brut supérieur à 200%. Et l'Italie devrait être à 160%. Voilà, alors vous savez que les règles de l'Europe, c'est 60%. Bon, donc on en est très 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 loin. Et effectivement, si on regarde le ratio dette publique des États dits dépensiers, je sens qu'à peu près la moitié des États de l'Union sont dépensés et la moitié ne le sont pas. Alors, on a mis ici 3 exemples d'États dépensiers, la France, l'Italie et la Grèce. Et vous voyez que c'est un peu une tendance, même s'il y a une accélération avec la Covid, c'est un peu une tendance longue depuis 2000. Même la France, qui était plutôt du bon côté du peloton, elle est passée du mauvais côté. Et l'Italie et la Grèce, elles continuent à augmenter. Bon. Si on regarde en parallèle les États frugaux, donc à peu près la moitié des États, on a mis 3 exemples ici, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Vous voyez que c'est l'inverse. Dans les 3 cas, on est... Alors vous voyez, en bleu marine, on a mis, comme dans le graphique précédent, la moyenne européenne. Donc là, on est très en dessous, alors qu'avant, on était très au-dessus. Là, on est très en dessous, malgré la crise du Covid. Donc c'est une vraie différence. Et ce qui est important, c'est de voir, c'est que alors qu'il y a cette contestation des États frugaux, eh bien Mario Draghi, vous savez, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement italien, il vient de présenter ses plans budgétaires. Donc il pense qu'il va y avoir 9,4% de déficit sur PIB en Italie en 2021, et il prévoit 5,6% en 2022, 3,9% en 2023, 3,3% en 2024. Voilà. Alors, évidemment, c'est un peu embêtant parce que les règles budgétaires, c'est maximum 3%. Avec un plafond de dette à 60%. Alors, vous avez vu, le plafond de dette, 160% pour l'Italie, on est très au-dessus. Et donc, pour les États frugaux qui se permettent de dire, en 2023 et 2024, alors que normalement, on doit être rentré dans les clous, nous, on fera plus. C'est un vrai problème au niveau européen. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il peut, à juste titre, prendre l'exemple de l'Irlande. Bon, on vous a mis ici, toujours en bleu, un graphique du ratio dette publique sur PIB de la moyenne européenne, et en jaune, on vous a mis l'Irlande. Vous voyez, l'Irlande était vraiment un très bon élève, puisqu'on avait à peu près 30-35% de dette sur PIB avant la crise de 2008, des subprimes. Et là, la crise des subprimes arrive, vous savez que c'est surtout une crise immobilière. Bon, il se trouve qu'il y a 2 pays où il y avait d'énormes spéculations immobilières, c'était l'Espagne et l'Irlande. Donc l'Irlande, elle tombe. Et vous voyez, la dette sur PIB, elle va passer de à peu près 35% à presque 130%. Donc c'est monstrueux comme hausse de la dette en quelques années. Et après, à l'étonnement de tout le monde, la dette se met à diminuer. Et on voit à peine la crise du Covid. Ah oui, c'est une toute petite Covid.
Et là, actuellement, on est juste au-dessus de 50%. Donc à comparer aux 115% de la France, 160% d'Italie, 207% de la Grèce. Vous voyez, c'est vraiment très impressionnant. Et à juste titre, Mario Draghi peut dire pourquoi est-ce que la dette sur PIB a été réduite? C'est parce que l'Irlande a eu de la croissance. Et on vous a mis ici le graphique de la croissance de l'Irlande depuis l'an 2000. Et vous voyez qu'à partir de 2014, il y a une accélération de la croissance. L'Irlande, elle sort de son problème de dette en ayant une croissance très forte. Voilà. Et si on regarde parallèlement ce qui se passe en Italie, on vous a mis ici le graphique donc de la dette publique italienne. Oui, il n'arrête pas de monter à partir de la crise de 2008. Hein. Il n'y a pas une hausse et puis ensuite la baisse comme en Irlande. Et on vous a mis parallèlement le graphique du PIB en volume. Hein, et bien vous voyez qu'il n'y a pas de croissance en Italie depuis la crise du Covid. Hein. Il y a même une décroissance. On est plus bas aujourd'hui qu'on était en 2008. Donc Draghi il dit mais on peut pas réduire la dette avec un PIB qui baisse. Hein. Si j'ai 100 de dette et que mon PIB passe à 190-80, eh ben mon ratio dette sur PIB il augmente nécessairement même si j'arrive à maîtriser ma dette. Et vous savez que l'Italie a ce qu'on appelle un déficit primaire, un excédent budgétaire primaire. C'est-à-dire n'a pas de déficit avant le remboursement de sa dette. Donc voilà ce que plaide Mario Draghi. Et donc il dit, moi je fais un plan de relance à court terme de 220 milliards d'euros et j'ai une aide européenne très importante pour faire des investissements structurels à long terme de 200 milliards d'euros que je vais également utiliser et je vais de l'avant et j'écoute pas les experts et j'engage parallèlement des réformes structurelles. Et il a un plan de 53 réformes structurelles qu'il pense engager en même temps. Mais sa grande idée est de dire, si je veux réduire la dette, il faut que j'ai de la croissance. Bon. Parallèlement à ça, on a un problème, si vous voulez, c'est que l'Allemagne, elle, c'est l'élément, parmi les pays frugaux, c'est l'élément le plus important sur le plan économique et politique, elle pourrait revenir à l'orthodoxie budgétaire européenne et elle pourrait demander à ce qu'on revienne au respect des règles européennes. Et si elle le faisait, aujourd'hui, ça pourrait avoir un effet de contagion et dans un moment où l'Europe se dispute sur ces règles, ça pourrait faire pencher la balance du côté des pays frugaux. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce qu'on vient d'avoir des élections en Allemagne, donc on vous a mis ici les résultats des élections. A priori, il y a eu un effet de soulagement parce qu'elles ont été gagnées par le SPD, donc pays plutôt ouvert à ce que dit M. Draghi, avec 27,7% des voix. Mais vous voyez que la CSU a 24, les Verts ont 15, le FDP a 11,5, et ensuite il y a des pays... il y a des partis extrémistes, Alternative für Deutschland et Die Linke, donc on ne va pas les compter. Donc on voit bien que dans la coalition qui va se mettre en place, ce sera les deux, ce qu'on appelle les faiseurs de roi, hein, ceux qui vont faire la coalition, qui vont choisir soit le CDU, soit le SPD, c'est les Verts et le FDP. Bon, les Verts, on sait ce qu'ils veulent des dépenses massives en faveur de la transition énergétique. Et comme on vous l'a dit en introduction, actuellement on s'oriente vers une réforme européenne qui devrait être acquise par tout le monde, où on pourrait investir plus que les 3% à condition que ce soit pour la transition écologique. On pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. En revanche, il faut l'accord du FDP. Et le FDP, si vous voulez, les libéraux, ils ont fait vraiment une remontada extraordinaire, hein, parce que ils étaient même pas au Parlement, ils étaient tombés à moins de 5% il y a 2 élections. Là, ils sont à plus de 11%. Leur axiome de base, c'est il faut revenir à l'orthodoxie budgétaire, il ne faut pas de déficit, il faut 0 déficit. Donc on risque d'avoir un problème avec l'Allemagne. Il faut savoir que c'est un risque, que si l'Europe dit « allez, on maintient les 3%, on pourrait avoir une crise de la dette ». Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir une crise de la dette? Parce qu'on vous a mis ici les déficits des États dépensiers. On vous en a mis quelques-uns. On vous a mis Belgique, France, Italie, Espagne, le ratio de déficit public par rapport au PIB. Et vous voyez que pour chacun de ces pays, on est même très très loin des 3% et encore plus des 0%. Donc on peut remonter, mais imaginez qu'on ait tout remonté en 2022, ça risque d'être vraiment difficile. Et donc, à partir de là, il faut soit mettre en place une politique de rigueur, hein, et une politique de rigueur, c'est compliqué parce qu'on vous met un autre graphique, c'est le taux d'endettement des entreprises, et vous voyez que pour chacun de ces pays, pour ces 4 pays, et surtout
pour la France et la Belgique, eh ben, le taux d'endettement des entreprises il est extrêmement élevé et que donc si vous faites une politique restrictive, un peu celle qu'avait fait Hollande au début de son mandat, eh ben, vous risquez d'avoir des faillites en chaîne. Voilà. Donc c'est compliqué. Et parallèlement à ça, si on regarde pas que l'Europe, mais qu'on ouvre la fenêtre sur le reste du monde, eh bien, on voit, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est que le reste du monde, il bouge un peu dans le sens de Mario Draghi, hein, et pas du tout dans le sens des États frugaux européens, parce que si on regarde les États-Unis, bon, vous voyez bien que Biden, il a tendance à appuyer à fond sur l'accélérateur avec ses plans de relance. Il veut faire passer le salaire minimum de 7,5 $ à 15 $ de l'heure. Il n'a pas réussi à le faire, mais il l'a fait pour les contractuels fédéraux. Il veut investir massivement pour la transition énergétique. Il veut faire passer l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%. Et si on regarde le reste du monde, c'est-à-dire par exemple l'OCDE, on voit que l'OCDE a un mouvement un peu dans le même sens. L'OCDE, il y a 132 pays, qui ont voté pour mettre un impôt sur les multinationales, enfin les grosses multinationales, et un impôt qui serait payé dans le lieu de production. Donc vous voyez, tout ça, c'est un autre monde qui est en train d'émerger. Et donc on va être en Europe au cœur de ces deux mouvements de fond. Et évidemment, si c'est le schéma italien qui gagne, on n'aura pas du tout les mêmes conséquences macroéconomiques que si c'est les pays frugaux qui gagnent. Et donc c'est ça qu'il va falloir regarder de près. Et c'est ce qu'on va faire chez Hibou. Et surtout, il va falloir essayer de trouver des investissements parce qu'on sait pas, on peut jamais dire le vent va aller dans telle direction ou telle autre. On peut simplement marquer des directions. Ce qu'on pense qu'on peut dire chez Hibou, c'est qu'il va y avoir du vent. Voilà. Et donc, il faut qu'on trace des investissements qui permettent, quel que soit le vent, sachant qu'il est fort, de pouvoir gagner de l'argent. Et ça, c'est la prochaine vidéo que nous allons faire. Alors, elle sera réservée à nos abonnés parce que ça va être des choix d'investissement. Et on va essayer de vous expliquer par rapport aux deux dernières vidéos, la manière dont on peut bâtir une stratégie de portefeuille intelligente. Voilà. À très bientôt avec l'équipe Hibou.